Quand Donald Trump a lâché le mot viciously à propos du Nigeria, une onde de choc immédiate a traversé le Sahel. Dans une région saturée de souvenirs de la Libye, de l'Irak et de l'Afghanistan, cette menace verbale ravive les inquiétudes sur les ingérences extérieures et relance les tensions autour de la souveraineté africaine. Quels repères restent aux populations lorsque les avertissements venus de Washington s'entrechoquent avec la montée d'une figure comme Ibrahim Traoré, symbole d'une résistance ouverte à la tutelle étrangère? Et si cette parole brutale n'était finalement que le premier signe d'un basculement plus profond? L'affaire déclenchée par le mot viciously révèle un enjeu plus vaste, la capacité de l'Afrique de l'Ouest à reprendre la main sur les décisions qui façonnent sa sécurité quotidienne. Au cœur du débat émerge une promesse implicite mais déterminante: offrir aux populations une souveraineté qui améliore réellement leur vie. Cette promesse devient d'autant plus cruciale que les signaux géopolitiques se multiplient: tensions régionales, dépendances militaires, incertitudes économiques, et que chaque phrase venue de Washington, Abuja ou Ouagadougou se transformait en facteur d'instabilité potentielle. Voici une question sous-jacente. Dans ce brouillard stratégique, un détail oublié pèse lourd. Lorsque les puissances extérieures ajustent leur position, les répercussions ne restent jamais théoriques. Elles touchent les prix du carburant, la sécurité dans les quartiers, les marges politiques des gouvernements et le moral des jeunesses urbaines. C'est précisément pour cela que le rôle croissant de figures comme Ibrahim Traoré devient un point de comparaison constant, tant pour les partisans de l'autonomie que pour ceux qui défendent les alliances classiques. Si la région veut éviter une nouvelle décennie de dépendance, elle doit clarifier les risques, les bénéfices et la trajectoire qu'elle est prête à assumer. Deux signaux se détachent dès les premières heures qui suivent la sortie de Donald Trump: la rapidité inhabituelle des réactions régionales et la brutalité du terme viciously, qui réactive plus de 10 années de méfiance accumulée dans le Sahel. Cette combinaison crée à ce stade, un éclairage devient évident. Le débat n'est plus seulement diplomatique, il devient structurel, car chaque mot extérieur réveille un passé de dépendance et de fractures non résolues. À partir de là, le décor s'éclaire. Le Nigeria, pivot démographique et économique de l'Afrique de l'Ouest, se retrouve immédiatement en tension. Les ministères à Abuja enchaînent les réunions de crise, les ambassades étrangères renforcent leurs mesures de sécurité, tandis que les médias locaux se divisent sur la manière d'interpréter l'avertissement américain. Sur les réseaux sociaux, la circulation fulgurante de vidéos, de mèmes et de commentaires accentue encore le choc initial. Le public ne se contente plus de consommer l'information. Il la compare, la décortique et l'inscrit dans une grille d'analyse plus large. Simultanément, une vague plus discrète mais déterminante traverse le Sahel. Le bloc Bamako-Ouagadougou-Niamey défend une rupture plus franche avec les tutelles extérieures et l'émergence d'une trajectoire souverainiste. Dans ce triangle, Ibrahim Traoré incarne le point d'inflexion, non comme un messie politique, mais comme un symbole de résistance aux schémas qui ont échoué en Libye, au Mali ou en Afghanistan. Son discours frontal agit comme une ligne de fracture autour de laquelle se réorganisent les perceptions. Voici une scène concrète qui illustre cela. Dans les premières heures à Lagos, une émission de radio déclenche un débat enflammé. En moins de 15 minutes, les auditeurs relient la phrase de Trump aux interventions étrangères passées, au prix du carburant et à la présence militaire occidentale. Rien de spectaculaire, mais un signe net. La population analyse désormais les crises avec une vitesse autrefois réservée aux experts. Pour comprendre ce qui oriente les premières réactions, il faut observer les figures qui façonnent la lecture des événements. À Abuja, Bola Ahmed Tinubu tente d'imposer une ligne de prudence, rassurant les partenaires occidentaux tout en tentant de contenir la colère intérieure.
Ce positionnement lui donne un rôle de guide institutionnel, mais un guide fragilisé par une opinion publique devenue plus méfiante et plus exigeante face aux promesses de stabilité. Par contraste, une autre figure capte l'attention du Sahel, Ibrahim Traoré. Sans entrer dans un affrontement direct avec Washington ou Abuja, il impose un langage plus frontal, fondé sur la rupture avec les tutelles extérieures. Son discours dépasse rapidement les frontières du Burkina Faso, car il incarne une lecture qui résonne auprès des jeunesses urbaines, des militaires et des acteurs de la société civile. Cette posture rebattant les cartes devient un repère pour des populations lassées des cycles d'ingérence. Voici une scène concrète qui illustre cela. À Ouagadougou, une courte séquence filmée montre des étudiants discutant du discours de Traoré comme d'un réveil nécessaire, preuve d'un écho direct dans les espaces de débat informels. Voici une scène concrète qui illustre cela. À Lagos, un officier retraité explique à la radio que sans contrôle local, chaque aide devient une dépendance, soulignant une inquiétude déjà ancrée. Ce double guidage, l'un institutionnel, l'autre symbolique, crée un contraste qui structure l'interprétation régionale. En d'autres termes, deux visions opposées fabriquent l'issue. Tout bascule au moment où le mot viciously franchit un podium américain, renvoyant les capitales ouest africaines à leurs vieux réflexes de méfiance. Dans les heures suivantes, l'atmosphère passe de l'étonnement à la crispation, car chaque acteur comprend que cette menace verbale ne restera pas une simple parenthèse diplomatique. Pour commencer, à Abuja, Bola Ahmed Tinubu convoque son cabinet de sécurité pour évaluer l'ampleur du choc. Les conseillers naviguent entre prudence et incertitude, conscients que la moindre réaction peut être interprétée comme un aveu de faiblesse ou un signe de rupture. Le communiqué final se veut mesuré, mais il ne calme ni les rues de Lagos, ni les voix critiques des radios locales. Sur les réseaux sociaux, le mot de Trump se transforme en slogan ironique, détourné en une série de vidéos qui circulent à une vitesse fulgurante. Ce glissement numérique donne à l'affaire une visibilité immédiate et crée une tension politique difficile à contenir. En parallèle, les ambassades occidentales renforcent leur dispositif. Washington dépêche des émissaires. Paris réévalue la portée de ses engagements. Moscou et Pékin observent la scène, prêtes à proposer des alternatives sans condition. Cette superposition d'intérêts installe un climat électrique dans lequel chaque décision nigériane semble peser plus lourd que d'habitude. Le Nigeria devient un carrefour où se croisent pression diplomatique, angoisse sécuritaire et calculs économiques. À ce moment-là, la bascule se produit lorsque le discours d'Ibrahim Traoré circule dans tout le Sahel. 8 secondes suffisent. Aucun peuple n'a besoin d'un sauveur étranger pour se libérer. La phrase devient virale, s'imposant comme un contre-récit face à la menace américaine. Cette diffusion rapide réorganise les perceptions régionales. Au Mali, au Niger, au Ghana et en Côte d'Ivoire, les images de foule réagissant à ces mots montrent que le narratif ne se construit plus uniquement dans les chancelleries, mais dans les rues, les campus et les casernes. Tinubu, pris entre pression extérieure et ferveur intérieure, voit ses marges de manœuvre s'amenuiser. Les médias internationaux ajoutent une couche de confusion. Les États-Unis parlent soudain de stabilité religieuse. Les médias français évoquent un syndrome Traoré. Le Naïra subit des variations sensibles. Les milices du Nord déclarent vouloir défendre le pays sans attendre l'aide américaine. La confrontation devient autant narrative que politique. Par la suite, les jours suivants installent une forme de chaos ordonné. Les diplomates étrangers tentent de redéfinir la situation comme un malaise interne, mais les signaux montrent un affrontement plus profond autour de la souveraineté. Tinubu multiplie les interventions médiatiques pour reprendre la main,
mais chaque apparition semble plus contrainte. La jeunesse urbaine se tourne vers des récits alternatifs, moins dépendants des agendas extérieurs. L'image d'Ibrahim Traoré circule comme un contre-modèle compact, un rappel puissant qu'une autre trajectoire est possible pour le continent. Dans les capitales voisines, on surveille, on interprète, on se prépare. Le centre de gravité de la région se déplace lentement, mais visiblement. La dynamique devient lisible dès que l'on compare les niveaux de dépendance militaire avant et après les réajustements régionaux. 38% des importations d'armement en Afrique de l'Ouest proviennent encore des pays de l'OTAN, un niveau qui témoigne d'une dépendance structurelle ancienne. Cette donnée de base montre qu'une large partie de la sécurité régionale repose encore sur des sources extérieures, ce qui rend chaque tension diplomatique plus sensible et plus coûteuse pour les États concernés. Ce chiffre traduit un verrou stratégique où la souveraineté reste conditionnée par les flux d'armement. Le contraste apparaît lorsqu'on observe le cas du Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Le pays affiche 61% de nouvelles acquisitions militaires issues désormais de partenariats africains et asiatiques, un basculement notable qui révèle une tentative de réorienter l'architecture sécuritaire. Cette transition, même partielle, montre qu'un pays du Sahel peut réduire sa dépendance extérieure sans provoquer le chaos annoncé. Cette statistique illustre une logique d'autonomie progressive, bien que fragile et encore incomplète. Elle sert de repère concret dans un débat souvent dominé par des discours idéologiques. Les dynamiques économiques confirment également une évolution. Depuis 2020, les pays qui ont diminué leur coopération militaire avec les puissances extérieures enregistrent une hausse moyenne de 7% de leur stabilité interne, même si cette amélioration reste délicate à mesurer immédiatement. Ce pourcentage ne décrit pas un succès définitif, mais un mouvement lent qui suggère une corrélation entre autonomie militaire et résilience institutionnelle. Il fonctionne comme un signal faible mais persistant qui réoriente la manière dont les États imaginent leur avenir. Le Nigeria, de son côté, reste pris dans une équation plus lourde. Sa dette extérieure atteint 45 milliards de dollars, tandis que 22% des dépenses sécuritaires proviennent de financements soumis à des conditions étrangères. Ces deux chiffres combinés montrent un cercle vicieux où la sécurité nationale dépend d'un financement qui impose ses propres règles. Les gouvernements se retrouvent souvent contraints de prioriser les exigences des bailleurs plutôt que les urgences internes. Ce phénomène illustre un dilemme durable entre besoins quotidiens et alignement stratégique. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré résume la situation par une formule devenue virale. Celui qui contrôle ton carburant contrôle ton arme. Derrière la métaphore se cache une réalité mesurable. La dépendance logistique façonne la marge de manœuvre militaire. Si un État dépend d'un acteur extérieur pour alimenter sa flotte ou équiper ses unités, il perd mécaniquement une partie de sa liberté d'action. Cette lecture transforme un problème technique en question politique centrale. Ainsi, les chiffres révèlent une tension fondamentale. Ceux qui parviennent à diversifier leurs partenariats gagnent en capacité d'action, tandis que ceux qui restent ancrés dans les circuits classiques demeurent vulnérables aux chocs extérieurs. Et lorsque des chiffres aussi lourds se superposent à des menaces verbales comme celles venues de Washington, l'effet cumulatif redéfinit l'équilibre régional bien au-delà du simple cadre diplomatique. Le premier camp, aligné sur la logique défendue par Bola Ahmed Tinubu, avance un argument central. Sans coopération étrangère, le Nigeria risquerait de perdre le contrôle face aux groupes armés. Les partisans de cette ligne rappellent que les drones fournis, les systèmes de renseignement partagés et les conseillers militaires étrangers ont permis de réduire certaines zones d'insécurité. Pour eux, l'autonomie n'est pas un slogan, mais un horizon lointain.
Le réel, c'est une carte militaire mouvante où chaque semaine impose de nouveaux défis. Dans cette analyse, refuser l'aide occidentale reviendrait à exposer des millions de civils à des risques immédiats. Leur position repose sur un calcul pragmatique. En temps de crise, la survie prime sur l'orgueil stratégique. En face, le deuxième camp défendu par Ibrahim Traoré propose une lecture inverse. Selon lui, chaque aide conditionnée renforce une dépendance qui affaiblit l'État africain et réduit sa capacité à se structurer. L'histoire récente du Sahel, Libye, Mali, interventions extérieures avortées, sert de preuve que les soutiens étrangers laissent souvent derrière eux des fractures durables. Les données révèlent un appui à cette thèse. Les pays ayant réduit leur dépendance ont observé une hausse moyenne de 7% de stabilité interne depuis 2020, tandis que le Burkina Faso montre qu'un réalignement vers des partenaires africains et asiatiques peut fonctionner sans effondrement sécuritaire. Pour ce camp, la souveraineté véritable s'obtient par la consolidation des capacités locales, non par des alliances fluctuantes. Face à ces deux raisonnements, la réponse ne se situe pas dans une opposition absolue. Les chiffres évoqués montrent une tension structurelle. Plus un pays dépend d'aides extérieures, plus il devient vulnérable aux pressions diplomatiques. Plus il rompt avec ses aides, plus il doit assumer seul des charges immédiates. Le défi consiste alors à trouver une trajectoire qui permette d'éviter à la fois l'isolement stratégique et la capitulation politique. L'Afrique change de centre. Cette ligne, murmurée dans de nombreux cercles politiques, marque la bascule du récit. Jusqu'ici, la tension semblait tourner autour de Trump, des alliances sécuritaires et des équilibres classiques entre Washington, Abuja et les puissances régionales. Mais un autre phénomène, plus profond, réoriente silencieusement le rapport de force: l'émergence d'une jeunesse hyper connectée, qui analyse, compare et diffuse les événements plus vite que les diplomaties ne peuvent y réagir. Ce changement de rythme bouleverse l'ordre établi. Dans cette dynamique, les discours d'Ibrahim Traoré dépassent leur portée nationale, non pas parce qu'ils promettent une solution miracle, mais parce qu'ils expriment une impatience partagée dans tout le Sahel, celle de rompre avec les modèles hérités. À ce stade, un point essentiel apparaît: l'enjeu n'est plus qui protège, mais qui décide. Cette question, répétée de campus en campus, de marché en marché, reconfigure les lignes de fracture. Les gouvernements qui s'appuyaient sur des récits verticaux se retrouvent confrontés à une opinion qui vérifie chaque chiffre et remet en question chaque promesse. Les chancelleries étrangères, habituées à orienter les débats, voient leur discours concurrencés par une génération qui refuse les narratifs prémâchés. Le terrain a changé et la suite du processus s'écrira selon ces nouveaux codes. La question soulevée à ce moment-là, qui décide, trouve ici ses premières réponses concrètes. Les répercussions de la séquence déclenchée par le mot viciously ne se limitent pas aux discours ou aux échanges diplomatiques. Elles s'infiltrent dans les administrations, les économies locales, la vie quotidienne et les équilibres régionaux. Du côté des institutions publiques, les gouvernements ouest-africains voient leur marge de manœuvre se réduire. À Abuja, chaque prise de position face à Washington devient un test de crédibilité interne, car l'opinion suit désormais les annonces en temps réel. Les ministères sont contraints de multiplier les consultations pour éviter de paraître soumis à une pression extérieure trop visible. Ce contexte fragilise la communication institutionnelle, qui devient plus réactive que stratégique. Du côté des entreprises, les fluctuations du naira et la crispation diplomatique accentuent l'incertitude pour les investisseurs. Les entreprises liées aux importations de carburant ou de matériel sécurisé redoutent que la tension géopolitique ne conduise à des conditions plus strictes imposées par les partenaires étrangers. Certaines de sociétés nigérianes se tournent vers des fournisseurs alternatifs, mais ces ajustements restent coûteux et fragiles.
L'économie localisée subit ainsi une série de microchocs qui compliquent les prévisions. Du côté de la population, les citoyens ressentent les effets de manière plus directe. Dans les quartiers de Lagos comme dans les zones rurales, le débat sur la souveraineté devient un sujet quotidien, mêlé aux préoccupations très concrètes. Prix du carburant, sécurité des trajets, confiance envers l'État. La montée des récits alternatifs rend les habitants plus sceptiques envers les messages officiels. Pour beaucoup, le discours d'Ibrahim Traoré sert de miroir. Il renvoie une aspiration à la dignité et à l'autonomie qui dépasse les frontières du Burkina Faso. À l'échelle régionale et internationale, Ku Vuk Kwokte, les puissances extérieures observent avec une attention accrue. Les États-Unis tentent de recadrer la situation sous l'angle de la stabilité religieuse, tandis que certains pays européens s'inquiètent d'un basculement narratif qui échappe à leur contrôle. Dans le même temps, Moscou et Pékin examinent les failles ouvertes pour offrir des partenariats alternatifs, moins contraignants en apparence. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger exploitent cette configuration pour renforcer leurs alliances régionales, ce qui modifie subtilement l'équilibre du Sahel. Au total, la séquence crée un empilement d'effets: pression politique, volatilité économique, réajustement identitaire et recomposition géopolitique. Ce ne sont pas des bouleversements spectaculaires, mais des glissements lents, continus, capables d'orienter durablement la trajectoire du continent. Dans un scénario de base, la trajectoire la plus probable est celle d'une continuité pragmatique. Le Nigeria poursuivrait sa coopération sécuritaire avec les puissances occidentales, tout en multipliant les ajustements tactiques vers des partenaires comme la Chine ou la Russie. Cette position médiane limiterait les ruptures soudaines, mais laisserait intactes les tensions internes liées à la dépendance logistique et financière. Les pays du Sahel, eux, maintiendraient leur ligne souverainiste, sans pour autant rompre totalement avec les circuits internationaux. Le pays resterait fragmenté, mais stable par paliers successifs. Dans un scénario optimiste, un renforcement de l'axe régional Bamako-Ouagadougou-Niamey pourrait conduire à une coopération militaire interafricaine plus structurée. Les États du Sahel élaboreraient des initiatives communes en matière de sécurité, de formation et de développement, inspirées par l'élan lancé par des figures comme Ibrahim Traoré. Le Nigeria, même prudent, serait forcé de considérer ces dynamiques comme un contrepoids régional crédible. Cette configuration ouvrirait la voie à des partenariats économiques internes, réduisant progressivement la dépendance aux bailleurs traditionnels. Les tensions persisteraient, mais la région gagnerait une marge de manœuvre nouvelle. Dans un scénario plus incertain, une accumulation de pression extérieure pourrait enfermer le Nigeria et plusieurs pays voisins dans une spirale de dépendance renforcée. L'aide militaire deviendrait plus conditionnée, les marges budgétaires seraient réduites par les exigences des partenaires occidentaux et les alternatives asiatiques ne suffiraient pas à compenser les besoins urgents. Cette situation accentuerait les fissures internes, fragiliserait les économies locales et réduirait les possibilités d'autonomie régionale. Le Sahel verrait alors ses initiatives souverainistes ralenties, faute de soutien matériel suffisant. Comprendre ces scénarios n'est pas choisir une trajectoire, mais reconnaître que chaque décision prise aujourd'hui servira de point d'appui ou de limite pour les 12 prochains mois. Groupe A. Les citoyens exposés. Les populations qui vivent au quotidien avec l'insécurité, les prix du carburant fluctuants et les services publics sous tension ressentent les effets de la séquence actuelle avec une intensité particulière. Les débats sur la souveraineté prennent pour eux une dimension concrète, car ils associent les ingérences extérieures à des renoncements accumulés.
Leur attente principale n'est pas une promesse abstraite, mais une preuve tangible que l'État peut protéger sans dépendre de décisions prises hors du continent. Leur regard devient un baromètre de la confiance intérieure. Groupe B, la jeunesse connectée. Les jeunes analysent les événements en temps réel, comparent les récits, démontent les narratifs et refusent les explications unilatérales. Leur rôle ne se limite plus à consommer l'actualité. Ils la réinterprètent, la diffusent et la transforment en multiplicateur d'opinions. Cette génération a propulsé la parole d'Ibrahim Traoré bien au-delà du Burkina Faso parce qu'elle reconnaît dans son discours une cohérence avec ses propres aspirations. Leur capacité à restructurer le débat public devient un facteur déterminant pour les mois à venir. Groupe C, la diaspora. Les communautés africaines à Londres, Paris, Montréal ou Berlin observent la situation avec une distance géographique, mais une proximité émotionnelle. Elles voient comment chaque tension diplomatique modifie les récits médiatiques et cherchent à recadrer les caricatures qui persistent dans les discours internationaux. Leur implication, souvent discrète, s'exprime à travers le soutien familial, les échanges d'idées et la vigilance face aux interprétations biaisées. Leur voix renforce la dimension transnationale du débat. À travers ces trois regards se dessine une même exigence: comprendre comment une décision extérieure peut redéfinir la vie intérieure d'un continent qui cherche à maîtriser sa trajectoire. Une trajectoire vers davantage de souveraineté exige une série d'actions coordonnées qui ne reposent pas sur des promesses générales, mais sur des leviers clairement identifiables. La première étape consiste à renforcer la coopération régionale entre les pays du Sahel. Les gouvernements peuvent établir des dispositifs partagés en matière de sécurité, d'économie et de développement, en fixant des objectifs trimestriels mesurables afin de suivre les progrès réalisés. Ce socle commun sert de point d'appui pour réduire progressivement la dépendance aux dispositifs extérieurs. La deuxième étape repose sur la diversification des sources de financement. Les États doivent encourager la création d'industries locales, notamment dans l'agriculture, l'énergie et les technologies, tout en consolidant des mécanismes internes de financement public. Le suivi peut se faire par des indicateurs simples, part du financement local dans les projets stratégiques ou évolution de la participation des entreprises régionales dans les chaînes de valeur. Cette dynamique renforce l'autonomie économique. La troisième étape concerne la consolidation des capacités de défense. Les forces locales peuvent être formées, équipées et organisées de manière à réduire leur dépendance aux partenariats conditionnés. Les résultats peuvent être mesurés par la progression des unités autonomes ou par la réduction du recours aux dispositifs extérieurs. C'est un axe où les discours d'Ibrahim Traoré ont eu un écho particulier puisqu'ils insistent sur la nécessité d'un contrôle africain des moyens opérationnels. Enfin, la transparence dans la gestion des ressources publiques constitue une étape incontournable. Les mécanismes de reddition de comptes permettent d'accroître la confiance des populations et de stabiliser les initiatives régionales. C'est dans cette combinaison région, économie, défense, gouvernance que se joue la possibilité d'une souveraineté durable. L'image revient en boucle, presque comme un rappel discret. Ce groupe d'étudiants à Ouagadougou, surpris par une caméra amateur, débattant du discours qui traverse désormais tout le Sahel. Leur échange improvisé, loin des podiums et des chancelleries, résume mieux que tout l'enjeu de ces derniers mois. Entre inquiétude et détermination, ils parlent d'une Afrique qui ne veut plus seulement réagir, mais choisir. Ce sont ces voix-là, dispersées, spontanées, lucides, qui donnent un sens concret à la question de la souveraineté. Au même moment, à Lagos, les auditeurs de la radio où s'exprimait un officier retraité poursuivent encore les discussions ouvertes par ces mots.
Là aussi, les récits ne se consomment plus passivement. Ils deviennent matière à jugement collectif. Et c'est précisément dans cet espace partagé que la figure d'Ibrahim Traoré circule non pour imposer une ligne, mais pour incarner une possibilité différente. La dignité dans ces récits croisés n'a rien d'un concept abstrait. Elle s'enracine dans le besoin de reprendre la main, de refuser les récits importés et de revendiquer un futur construit sur des choix assumés. La souveraineté commence toujours par une voix. Au moment où les lignes bougent dans tout le Sahel, une évidence s'impose. Aucun débat durable ne peut exister sans un espace où les idées circulent librement. Les discussions qui traversent Lagos, Ouagadougou, Abuja ou Montréal montrent que la souveraineté n'est pas un concept réservé aux dirigeants, mais une conversation collective qui se nourrit de points de vue multiples. Chaque échange, qu'il soit bref ou approfondi, contribue à clarifier ce que chacun attend réellement d'un avenir africain plus autonome. C'est pour cela que vos réflexions comptent, patiente. Les commentaires, les analyses, les questions ou les désaccords ne servent pas seulement à prolonger l'histoire. Ils permettent de déterminer quelles pistes méritent d'être explorées et quelles interprétations doivent être questionnées. Ce récit ne s'arrête pas ici, parce qu'il vit dans chaque regard posé sur ces événements et dans chaque mot partagé entre ceux qui les suivent. Alors, si la souveraineté est un chantier collectif, quelle place choisirez-vous d'y prendre?